Ici Jean-Dominique Leduc, bienvenue au 6e épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Gilles Desjardins, un acteur important, sinon incontournable du printemps de la bande dessinée québécoise. En plus de cofonder et de piloter l'Hydrocéphale illustré en 1971, tout en participant à de nombreux autres projets, il signe le strip satirique Crime Puff, qui fut publié plusieurs mois dans le quotidien Le Jour. Gilles Desjardins, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de me permettre de te recevoir à l'émission. Généralement, je reçois des gens qui se rattachent à l'actualité, puisque la bande dessinée québécoise maintenant jouit d'une actualité qu'on pourrait dire quasi perpétuelle. Mais il y a un moment que je voulais t'interviewer, mon cher Gilles, parce que tu es parmi, j'oserais dire, les fondateurs du renouveau de la bande dessinée québécoise, ou en fait, plus précisément, un des acteurs pivots du printemps de la bande dessinée québécoise, là, qui a été défini ainsi par Georges Raby. Donc, je suis très, très heureux de t'avoir, puisque vous n'êtes pas légion à pouvoir parler de cette période qui est si déterminante pour notre bande dessinée. Alors, Gilles, tout d'abord, tes premiers travaux ont été présentés dans l'Hydrocéphale illustré numéro 1. Est-ce que je me trompe? C'est en plein ça. En fait, avec Jacques Urtubise, qui était en fait à l'origine un collègue de classe au Cégep. Et Cégep étant une nouvelle créature du ministère de l'Éducation, qui était lui-même une nouvelle créature à ce moment-là. Oui. Donc, avec Jacques, rendu à l'université que lui a éventuellement laissé pour se consacrer à temps plein. Lui étant en Polytechnique, moi en informatique. Moi, j'ai mal fini en informatique, mais on s'en blague. Bon. Donc, on voulait faire de la bande dessinée, bien sûr, puis on a fondé cette... on ne peut pas appeler ça ni un journal ni une revue, c'est comme une créature bizarre qui était une revue en format tabloïd, donc en grand format, oui. ce qui nous permettait de dire qu'on était le plus grand journal de bande dessinée au monde, étant donné le format. Donc, on a démarré ça. Jacques a réussi à avoir des subventions. En fait, c'est un projet Perspective Jeunesse qui nous permettait de payer du monde pour faire ça. Mais bon, c'était limité. Une des choses qui était, comment je dirais, qui faisait partie de l'entente, de notre obligation, c'est qu'on ne pouvait pas vendre le journal ou la revue. Il fallait la distribuer, la donner dans les cégeps universités. Donc, c'est le premier numéro de l'Hydrocéphale, dont j'ai le malheur d'avoir inventé le nom. Jacques aimait beaucoup le titre. C'est à toi qu'on tient le nom. Oui, c'est ça. Lors d'une séance de remue-ménage où on lançait n'importe quoi, à un moment donné, je lance ça comme ça. Demande-moi pas ce qui m'est passé par la tête. C'est une réunion de remue-ménage. Et puis Jacques trouvait que c'était vraiment de mauvais goût et il a aimé ça. Et c'est ouais. Ben, c'est très punché. Et c'est pas du tout étonnant que Jacques Urtubise ait aimé ça, parce que parce que je trouve que c'est aussi beaucoup dans son esprit. Énormément. En fait, c'est comment je dirais, c'est dans son style du mauvais goût de bon ton. Oui, et pour le bénéfice, en fait, là, je me permets de faire une petite parenthèse qui est quand même importante. Alors, pour le bénéfice des auditrices et auditeurs, Jacques Urtubise est l'un des 3 cofondateurs du magazine Crow, qui allait, dans les années 80, révolutionner 2 pans culturels au Québec, la bande dessinée et l'humour. Donc, voilà, je referme la parenthèse. Et d'ailleurs, en fait, non, avant de refermer la parenthèse, peut-être aussi spécifier que donc, pour Jacques Urtubise, mais pour tout le monde, pour toute l'équipe, c'est le début. L'hydrocéphale entêté, c'est vraiment la première pulsion qui va mener
9 ans plus tard à peine, au premier numéro de Crow. Oui, Est-ce que Gilles, à l'époque, c'était comment de faire de la bande dessinée, là, de lancer le premier numéro d'Hydrocéphale entêté? C'était comment cette époque-là? C'est une époque où, comment je dirais, il y avait plusieurs groupes qui essayaient de part et d'autre Ouais. de lancer une revue, de se publier, se faire publier. Et au début, les groupes ne se connaissaient pas l'un l'autre. On se découvrait parfois l'un et l'autre, comme on a connu le groupe de Made in Québec, qui à l'origine s'appelait Made in Québec. Eux autres aussi dans le style mauvais goût de bon ton. Et la revue BD de Pierre Rambaud. Donc, on a connu ces groupes-là, mais comme à mesure. Puis, il y en a d'autres qu'on n'a tout simplement jamais connus parce que ça poussait à gauche et à droite dans la province. Et ça poussait beaucoup dans des milieux étudiants ou issus des milieux étudiants. C'était vraiment une créature indirecte des cégeps. Je disais que j'avais connu Jacques au cégep, on était à l'université, mais c'était comme le milieu naturel où les bandes dessinées se mettaient à pousser, chose qui ne pouvait pas exister auparavant dans le milieu d'enseignement ou ailleurs. Ça n'aurait jamais été un produit des collèges classiques, mettons. On l'imagine non, bien. absolument pas. On l'imagine bien. Zut, j'ai perdu le fil de ce que j'allais dire, mais néanmoins, en fait, Gilles, c'est vraiment le début, là. Et la bande dessinée, pourquoi en fait? Parce que finalement, ça coûte peu ça peut, contrairement au cinéma, ça coûte peu cher à produire parce qu'en fait, les frais sont surtout dans l'impression et la distribution. Est-ce que c'est ça? Oui, non. Pour créer une bande dessinée, ça ne coûte pas cher. Ça prend un papier et un crayon. Aujourd'hui, un ordi, mais dans le temps, donc, du papier, un crayon, puis on peut faire des scènes à grand déploiement si ça nous tente. Ça ne coûte pas tellement plus cher. Ça coûte beaucoup d'efforts, mais ça ne coûte pas plus d'argent. Par contre, se faire éditer, là, ça commence à coûter des sous. Et c'était là qu'était le problème de tous les groupes qui ont édité des revues à l'époque. Il faut se faire imprimer, ce qui demande de l'argent. Puis, les imprimeurs qui savaient imprimer comment je dirais, une bande dessinée en couleur, quand on était en couleur, ou à tout le moins, on voulait faire une couverture en couleur au minimum, c'est pas tous qui savaient faire ça correctement. Et puis, si on faisait affaire avec l'imprimeur le moins cher, certains ont connu des mésaventures avec des cahiers mal imprimés, mal brochés, parfois à la limite d'être invendables. Déjà, ça en soi, c'était une aventure. Ensuite de ça, il faut se faire distribuer. C'est là que ça devenait un peu difficile parce que, vois-tu, tout le monde était focusé, centré sur la production. Déjà, tout le monde en avait plein les bras à arriver à produire une revue. La faire distribuer, nous, on le savait un peu d'avance, mais on se heurtait au même problème que tout le monde. Le réseau de distribution prend 50% du prix de vente. Alors, si tu vends ton comic 2 piastres, il t'en revient une. L'autre affaire, c'est que ça prend 4 mois, 6 mois avant de recevoir l'argent. Donc, ça demande un fonds de roulement dans le fond, assez impressionnant pour des gens comme nous. C'est quelque chose de difficile. L'autre chose, c'est qu'il faut se faire connaître. Heureusement, nous, dans notre cas, c'était un oncle, je crois, ou quelqu'un dans la famille de Jacques, qui était dans le domaine, donc, de la publicité édition, qui nous avait expliqué comment ça marche, comment ça marche la distribution, comment faire en sorte que tu vas distribuer décemment, et aussi comment faire sa promotion, comment faire un kit de presse, des choses de même. Alors, en distribution, il y a une chose qu'il faut quand même comprendre, et c'est vrai partout que tu vends n'importe quoi. La bande dessinée inclut que tu vendes des livres, que tu vendes, comme disaient les libraires, on n'est pas dans la business des cannes de petits pois, là, mais il y a des choses qui sont quand même universelles. Quand tu fais quelque chose, ton réseau de distribution, il va t'apprendre, puis le détaillant, il va t'apprendre uniquement s'il pense qu'il va vendre, il va vendre.
Il n'est pas là pour te faire plaisir, il est là pour vendre. C'est vrai dans les épiceries. Puis, en fait, plus tard, j'ai réalisé jusqu'à quel point c'était vrai parce que je suis allé, pour différentes raisons, on suit des cours d'administration après mes cours d'informatique. C'est vrai dans une épicerie, la place des tablettes est limitée. Il y a beaucoup de tablettes, c'est énorme, mais la place est quand même limitée. C'est encore pire dans un kiosque à journal qui, mettons, essaye d'imaginer un kiosque dans une station de métro. Ouais. Sa place est très limitée. Fait que pour qu'ils te mettent à quelque part, pour qu'ils acceptent de te mettre sur les tablettes, il faut qu'ils pensent qu'ils vont en vendre, puis qu'ils te donnent un endroit décent. Autrement dit, pas la dernière tablette au fond où ton magazine, ça risque de se faire plier par les pieds de tout le monde. Il faut qu'ils pensent qu'ils vont en vendre. Alors, il est important d'en faire une promotion raisonnable et pour attirer le public, mais aussi pour que ton distributeur, ton réseau de distribution dise « Ouais, j'ai entendu parler de lui, ils ont des chances, peut-être. » Au lieu de le mettre dans sa dernière tablette en bas dans le backstore, comme il disait, je vais le mettre un peu plus présentable. C'est ça qui aide à vendre. Donc, la vente de bande dessinée, c'est aussi un commerce. C'est pas juste artistique. D'ailleurs, j'écoutais ta balado de, j'ai son nom sur le bout de la langue. Là. Philippe Girard? Philippe Girard, ton premier. Oui. Il parlait de ça, il dit c'est aussi une business. Ah ben oui. Ben oui. Puis, c'est plate pour ceux qui disent, ouais, on est des artistes. Puis, c'est plate pour le fun de faire des bandes dessinées, mais à un moment donné, il faut que tu en vendes. Sinon, tu t'en vas nulle part. Alors, au moins, on arrivait à faire une promotion décente, qui fait qu'on a vendu 12 000 exemplaires plus tard du Capitaine Québec. Bon, l'hydrocéphale, c'était comme pour apprendre, finalement. Ouais. Finalement, on se faisait plaisir, on faisait ça, on distribuait. Le deuxième, on le vendait. Puis après ça, on a dit, ouais, on n'est pas prêt, dans une certaine mesure, on n'a pas le bon produit. On se réinvente en revue d'un autre genre. Et c'est là qu'on faisait. Donc, on a mieux appris comment faire notre promotion, comment aussi. Je dirais, quand je disais faire notre promotion, on apprenait aussi à faire des kits de presse. Il nous avait expliqué, donc, l'oncle en question, voici ce que tu dois mettre dedans, puis voici ce que tu dois charger, combien, parce que les annonceurs ne sont pas prêts à s'annoncer, puis les journalistes ne sont pas non plus prêts à parler de toi s'ils pensent que ce n'est pas intéressant. Fait qu'on avait un kit pour les annonceurs, un kit de presse. Les deux avaient des informations ils pouvaient s'utiliser dans l'un et dans l'autre. Et dans le kit de presse, il dit, il faut que tu aies une histoire intéressante à conter. Tu mets des photos dedans. Le petit journal qui n'a pas de journaliste à mettre dessus va utiliser tes photos. Un plus gros journal comme La Presse ou Le Devoir va faire « Oh, ça a l'air intéressant ». Ils envoient leur photographe, ils envoient leur journaliste. Puis là, donc avec ton kit, ils disent « Ouais, j'ai une histoire intéressante, peut-être je vais raconter », on s'en va. On a fait aussi à ce moment-là ce qu'on avait appelé le show de la bande dessinée, qui avait plusieurs objectifs en même temps. Donc, rencontrer le public, rencontrer d'autres auteurs, ce qui était très important à l'époque parce que, comme je disais, on était des groupes qui sortaient à gauche, à droite, complètement isolés au début. Donc, c'était une occasion de se rencontrer, d'rencontrer d'autres mondes, mais aussi une occasion de se faire connaître et en même temps, c'était une bonne occasion que les journalistes viennent nous voir puis nous parler, puis prendre quelques photos. Ça avait plusieurs buts en même temps. Aujourd'hui, on appellerait ça de la synergie, là. Mais c'était ça. Là. C'était tout ça en même temps. Donc, pour revenir à ta question initiale, faire de la bande dessinée, c'est pas pire. Se lancer, plonger dans la piscine, c'est pas difficile. C'est après que le fun commence. Voilà. Et ce qui est fou, Gilles, c'est qu'en t'écoutant parler, cette réalité-là demeure encore à ce jour un enjeu, même si maintenant il y a Internet, même si les modes de diffusion ont quand même évolué, changé, se sont transformés, il en demeure pas moins que
il y a toujours une guerre de visibilité. Hein? Il y a une guerre quand on produit, quand on distribue un objet culturel, il faut tomber dans le regard du public, absolument. Oui, oui, c'est toujours Ouais. vrai. Et c'est fou parce que... Oui, Internet a facilité les choses en facilitant la communication, mais en même temps aussi augmenter la concurrence. Fujitiko de se faire sa place, c'est comme éternel. C'est une réalité qui change de forme, mais qui est toujours là. Il y a à partir de la fondation de l'hydrocéphale illustré, de cette expérience forte, de cette expérience enrichissante-là, il y a plus globalement l'hydrocéphale qui survit à l'hydrocéphale illustré, qui devient un groupe. Tu parlais notamment de la publication du Capitaine Québec numéro 1. Alors évidemment, là, permets-moi d'enfoncer cette porte un peu plus. Tu es... parce que, bon, évidemment, tu es impliqué au niveau de la rédaction, au niveau de la direction. Tu es aussi, dans le Capitaine Québec, cité à titre de co-scénariste. D'ailleurs, en fouillant dans les archives, en classant les archives de Pierre Fournier, j'ai découvert comment je pourrais dire, un pitch du capitaine, une histoire qui deviendra ce qui sera publié dans Titanic 10 ans plus tard. Et donc, c'est un espèce de dessin préparatoire. Et au bas de la feuille, il faudra que je t'enverrai, je te montrerai. Et au bas de la feuille, Réal Godbout et toi êtes cités comme co-scénaristes. Ah, donc, ben, je suis curieux de voir ça parce que ça s'est passé après, avec plus ouais. tellement de contacts. Mais bon, c'est intéressant. Mais donc, le Capitaine Québec, co-scénariste dans quelle mesure? Ben, en fait, le Capitaine Québec est la créature de Pierre Fournier. D'abord et Oui. avant tout, à 99%, je dirais. Co-scénariste, pas vraiment, ou dans la mesure où on faisait des réunions puis on disait beaucoup de niaiseries, là, et certaines de ces niaiseries-là ont germé, se sont transformées dans l'esprit de Pierre, et bon, j'ai peut-être participé à ça, mais l'effort était surtout dans la partie, je dirais, publication, édition, donc rendre la chose possible, mettre cette, comment je dirais, cette bande dessinée-là que j'ai trouvée et que je continue à trouver exceptionnelle dans le fond, dans le sens que Pierre avait un coup de crayon exceptionnel. C'était un très bon dessinateur. En plus, même s'il est connu comme scénariste, surtout là, par la suite, parce qu'il y a des idées, il y avait un foisonnement d'idées délirantes. Là. Il était vraiment capable de sortir des choses exceptionnelles. Mais il y avait aussi un très bon coup de crayon. C'est dommage qu'il n'ait pas produit plus que ça, parce que c'est dommage. Donc, j'étais là surtout pour faire ce qu'on disait tantôt, participer à la création, à la vente, mais aussi, on mettait la main à la pâte, parce que les grilles dans le Capitaine Québec, le Capitaine Québec est en noir, blanc et un ton de gris. Ouais. Et le ton de gris, dans les méthodes, donc, de ce moment-là, c'était fait avec une pellicule qu'on appelait du Rubilite, une marque commerciale, pellicule rouge. Donc, sur un fond transparent qu'on met par-dessus le dessin, on découpe ça à l'exacto, on enlève ce qui est trop. C'est un peu comme la blague du gars qui dit comment est-ce que tu fais de la sculpture, mais t'enlèves, je veux sculpter un tel, mais j'enlève ce qui ne ressemble pas à un tel, puis ça donne un tel. Bien, le Rubilite, c'est un peu ça. Tu enlèves ce que tu ne veux pas voir, puis ce qui reste en rouge, qui est un peu transparent, fait que tu vois le dessin en partie. C'est cette partie-là qui va servir à l'imprimeur pour produire le gris. Puis lui, il va donc... c'est un peu comme une séparation manuelle de couleurs, mais en gris cette fois-là. Mais on peut utiliser la même technique. On l'a utilisé aussi... on avait aussi un calendrier Capitaine Québec en séparation mécanique, manuelle. C'est quand même beaucoup de travail faire ça. Donc, j'ai découpé du Rubilite, entre autres choses, pour la production du Capitaine Québec. Il fallait... on apprenait à tout faire et on faisait tout parce que tu te dis, bon, il faudrait faire ça. Ah, je n'ai pas d'argent ou il n'y a personne pour le faire, donc je le fais. C'est tout. C'est fini là.
J'ai toujours eu en tête, après, un comic de Bugs Bunny, où je pense que c'est Daffy Duck qui dit « Ceci est un travail pour le super-héros qui s'invente. Un tel. » Il s'arrête, pause, regarde à gauche, à droite. Bon, ben, puisqu'il n'est pas là, je vais faire le job moi-même. Je me suis souvent dit, on était souvent une bande de Daffy Duck en disant ouais, on va faire la chose nous-mêmes. Chose importante, d'ailleurs, tu me demandais comment c'était. Et on apprenait tout à partir de zéro, mais vraiment tout. Il y avait, d'ailleurs, chose importante quand même, à l'époque, on pensait qu'on était des pionniers dans la mesure où on était les premiers à faire de la bande dessinée. Puis c'est plus tard qu'on a réalisé que, non, c'est surtout Michel Viau qui nous a, comment je dirais, dans son livre, un peu rappelé à l'ordre ou rendu un peu plus modeste en disant, ben oui, il y en a eu bien d'autres avant vous. Cependant, ces bandes dessinées-là, d'une part, bon, beaucoup sont disparues à cause des syndicats américains qui ont rempli les journaux, mais tout ce qui était revu, qui publiait de la bande dessinée, comme des héros, François, Claire et autres, sont disparus des années 50, tout début des années 60. Là. Donc, il restait rien. Il restait à peu près rien, à part l'exceptionnel Chartier dans son bulletin des agriculteurs, qu'on ne connaissait pas nous, on était ignorants parce que le bulletin des agriculteurs, c'est pas quelque chose qu'on lisait. Bon, puis on ne connaissait pas. Mais il y avait Chartier. Mais en dehors de ça, il ne restait rien. Alors nous, on avait l'illusion que les quelques années qui nous précédaient étaient semblables à tout ce qui venait avant, alors qu'au contraire, il s'était produit beaucoup, beaucoup de choses. Ceci étant dit, pour nous, ça voulait néanmoins dire qu'il n'y avait pas de tradition. Il n'y avait personne qui pouvait arriver en disant « Oui, oui, j'ai déjà fait et participé à la publication de bandes dessinées chez tel éditeur ou ceci, cela. » Il n'y avait personne. Il n'y avait rien. On partait à zéro. Alors, la seule façon d'apprendre, c'est de publier. Il n'y avait pas d'autre façon. C'est tout. Alors, c'est pour ça qu'il y a plusieurs groupes qui ont été créés, fonctionnaient, et un après l'autre finissait par cesser de publier parce que il y a plein de choses qu'on disait, ah, si on avait su d'avance, on aurait fait autrement. Ça a permis, entre autres, à Jacques de dire, OK, quand je sors gros, les dernières fois, j'ai vu Jacques, d'ailleurs, il m'avait montré un nouveau logo de la nouvelle revue qui allait paraître, puis c'était gros. J'ai dit, ah, ça fait professionnel. Et il avait décidé de mettre le paquet pour que ce soit vraiment professionnel et aussi de s'assurer d'avoir un fonds de roulement pour être capable de survivre jusqu'aux premières rentrées d'argent. Souvent, j'ai lu ou entendu dire « Ah oui, mais lui, il a eu une subvention. » Oui, c'est parce qu'il est allé la chercher et il a mis beaucoup de son argent. C'est parce qu'il savait qu'il avait besoin de ça. Que s'il n'y avait pas ça, il se cassait la gueule, ça ne servait absolument à rien de démarrer. Donc, il avait appris ça. Il avait aussi appris qu'il n'y avait pas moyen de vendre un magazine de bande dessinée uniquement. Et c'est pour ça que, paradoxalement, c'est Crow qui a, à ce moment-là, mis la bande dessinée sur la map des revues parce que il y avait un bon contenu de bande dessinée, mais ce n'était pas qu'une revue de bande dessinée, c'était une revue d'humour. Alors, paradoxalement, la revue qui a fait le plus pour la bande dessinée n'était pas une revue de bande dessinée. Oui, et c'est fou parce qu'en 83, Urtubise va lancer Titanic, une revue satellitaire au magazine Crow qui se consacrait 100% à la bande dessinée québécoise. Un super magazine. On n'a jamais revu ça au Québec, un magazine de bande dessinée d'une telle qualité. Et ça a survécu 12 numéros. Et il a fallu qu'il tire la plug. C'est ça, même donc, lui, avec son savoir-faire, et surtout qu'à ce moment-là, nous, quand on commençait, on était fortement amateurs, en fait, carrément amateurs. Puis comme disait Réal Godbout, mais il faut faire semblant que ça, faut pas que ça paraisse. Mais au moment de faire Titanic, il y avait des gens qui étaient devenus des professionnels, qui avaient une qualité qu'on n'avait pas à ce moment-là. L'autre chose qu'on ne savait pas aussi, qu'on avait commencé à entrevoir,
parce que dans notre groupe, Jacques avait lancé l'idée de faire un petit, comment je dirais, un état de la situation du milieu, c'est-à-dire créer le parfait petit guide ou le guide du parfait petit dessinateur de bande dessinée. Ça, c'est son petit frère. Il y a eu la coop des petits dessins. Il y a eu le guide du parfait petit dessinateur. C'est Gilles Thibault qui l'a rédigé. Ah oui, ça, c'est le truc jaune, là, broché. Avec le broché jaune. Mais c'est une mine d'or de renseignements là-dedans. Oui. Ça contient plein de choses que tout le monde ne savait pas. Et il y a quelque chose qui apparaît là-dedans, mais on en est devenu conscient plus tard. Les revues de bande dessinée, ce n'est pas rentable. Point. Ce n'est pas rentable. Les Européens, puis on se dit, mais oui, mais tu as une revue Spirou, Tintin, Pilote, voyons donc, ça marche, ça. Non, eux, la revue tout seul ne fait pas d'argent. C'est un matériel de promotion et de test de marché pour produire des albums. Ils produisent les bandes dessinées en albums qui marchent en magazine. Oui. Donc, mais le magazine lui-même n'est pas rentable. Nous, on ne savait pas ça encore. Puis, faire des albums, c'est quand même de la production coûteuse. C'est plus coûteux qu'un simple magazine. Puis, il ne nous venait pas à l'idée de dire, ben, on va vendre des albums. De toute façon, même si on avait fait des albums dans le temps, le marché n'était pas là. Il y a eu quelques albums, comme il y a eu à un moment donné l'histoire du Québec en bande dessinée. Oui. Il y a eu on a volé la Coupe Stanley de Girard, qui était plus ou moins des exceptions dans l'ensemble. Mais c'est quelque chose qui ne se vendait pas beaucoup. Heureusement, néanmoins, Astérix a été un bien et un mal et a ouvert les vannes de la reconnaissance de la bande dessinée. Donc, du jour au lendemain, la bande dessinée, c'était Oni au Québec. Chez les bien-pensants, c'était... Non, tu ne lis pas des bandes dessinées, voyons donc. Mais par contre, si tu lis Astérix, avec ses jeux de mots et ses citations en latin et tout ça, alors ça, c'est correct. Mais aussi chez le public en général, parce que Astérix, c'est très drôle et tout. Ça a comme ouvert les portes de dire, ah ouais, c'est pas juste... des adultes peuvent lire de la bande dessinée, c'est pas juste un trip d'ados. Ou d'adolescents attardés. Mais en même temps, ils se sont mis à remplir le marché. C'était difficile de se faire de la place une fois qu'Astérix était là. Et Dargaud en profitait aussi pour pousser les ventes d'albums de tous ces autres créateurs excellents, mais néanmoins, il remplissait les tablettes chez les libraires. C'est à la fois un bien et un mal. Ça rend le public plus conscient qu'il peut y avoir des bonnes bandes dessinées, mais en même temps, c'est plus difficile de se faire la place. Une des choses que l'hydrocéphale, en fait, que l'équipe sur laquelle a travaillé et qui a été, à mon humble avis, au niveau historique déterminant, c'est la fondation de la coopérative Les Petits Dessins, donc qui avait pour but de compétitionner, et c'est quand même culotté, il faut le faire, les syndicates américains. Oui. Et donc, c'est un catalogue qui présentait des extraits de bandes de jeunes créateurs et qui avait donc pour but de vendre à des journaux des strips 100% made in Québec. Et d'ailleurs, toi-même, Gilles, une de tes séries va finir par apparaître au journal Le Jour, la série Crime Puff. Oui. Mais quand vous avez fondé Les Petits Dessins, et c'est un peu ça aussi, en même temps, et cette question-là s'applique également au premier numéro du Capitaine Québec, quand vous avez lancé ces projets-là, est-ce que, évidemment, il fallait y croire pour s'investir à ce point-là, mais dans quelle mesure vous pensiez là, que c'était possible de produire de la bande dessinée à grande échelle au Québec à cette époque-là? Je mettrais ça autrement. On ne savait pas nécessairement que c'était possible. On voulait que ce soit possible. Ah, ben oui, et on se disait, on le saura uniquement si on essaie. Autrement, on ne le saura jamais. Donc, il faut le faire pour le savoir.
Dans le cas de la coopérative, comme tu disais, c'était assez culotté quand même parce que les syndicates américains qui sont des créatures qui, à l'origine, ne vendaient pas que des bandes dessinées. Ah ben, ils ont continué comme ça. À Ouais. l'origine, c'est les journaux de Hearst qui se sont donc regroupés, puis il a dit, oui, et chacun vendait des rubriques sur toutes sortes de sujets, incluant donc des bandes dessinées. Puis, à un moment donné, on va regrouper ça dans un syndicate. Donc, tu en as eu deux principaux aux États-Unis. Et à ce moment-là, ils ont pris le marché un peu partout parce qu'eux faisaient de l'argent sur le volume. Ben Mais en oui. même temps, ils vendaient moins cher que le prix de n'importe quel créateur local, ce qui a sorti tout le monde du marché, pas juste ici. Donc, l'idée est de dire, on va essayer de faire quelque chose, ben, ça va être plus cher. On peut pas compétitionner sur le prix, mais on va essayer d'être raisonnable. Mais on peut compétitionner aussi sur un autre facteur, c'est que le journal, quand il fait affaire avec le syndicat, qui est assuré de son approvisionnement. S'il dit, je vais publier Peanuts, pas de problème. Je vais publier Tarzan, pas de problème. Même dans le cas de certaines bandes dessinées, comme Tarzan, ils changent l'auteur, ils peuvent changer le dessinateur. C'est pas grave, tu auras toujours Tarzan. Ouais. C'est des séries perpétuelles. Fait que le journal, lui, est assuré que sa série va durer. Nous, au moins, on disait, ben si on va au moins vous assurer d'une continuité. Si un dessinateur ne fournit pas, on peut au moins vous fournir d'autres choses de qualité professionnelle raisonnable. Il y en a deux qui ont été vendus. Bon, il y a Bernèche qui a vendu son Rodolphe à la Brèche. Il était dans le catalogue, mais bon, il l'a vendu directement. Jusqu'à quel point le catalogue de la coop l'a aidé, on ne saura jamais. Et puis, donc, il y a eu aussi des microbes de chasser dans la presse. Ouais. L'autre qui a acheté, c'est Le Jour. Oui. Qui ne pouvait pas se permettre, si vous voulez des bandes dessinées, de publier des bandes dessinées étrangères, américaines, ça n'aurait comme pas eu de sens. Non, parce qu'il faut, juste peut-être pour expliquer, pour le bénéfice des auditrices et auditeurs, Gilles, parce que Le Jour était un journal nationaliste. Tout à fait. Et il était fondé par, entre autres, par Parizeau et Michaud. Ouais. Michaud étant celui qui avait fait sa carrière à La Patrie, entre autres. Et il avait créé un système de distribution pour La Patrie et fait profiter, comment je dirais, ben Casterman, Tintin. La revue Tintin était distribuée par eux. Il s'était donc lancé dans la distribution des bandes dessinées. Dargaud a contacté Michaud pour se faire distribuer au Québec. Et donc, c'est lui-même, c'est la même personne qui a dit, OK, qui a été un des fondateurs, donc, important, donc, du Jour, le fondateur peut-être principal avec Parizeau, puis, mon Dieu, j'ai oublié. Ceci étant dit, lui, il dit, non, si on fait des bandes dessinées, moi, québécoise, il n'y en aura pas. Et ça tombe bien, on tombait donc au bon moment. Et ils ont pris 6 bandes dessinées, dont, comment je dirais, mais pas les miennes. Moi, je ne faisais pas l'affaire. Mais il y avait Le Sombre Vivant de Jacques Arthuis. Il y avait voyons, Réal Godbout. Oui, avec Les Terriens, qui a duré pas très longtemps. Pas très longtemps, puis à un moment donné, Réal a dit, il y avait un bon concept parce que c'était toujours le même dessin, puis avec le dialogue changeait. Sauf qu'à un moment donné, il s'est tanné de faire ça, mais c'est vraiment plate, ça, dans quoi je me suis embarqué. En tout cas, c'est ce qu'il nous disait. Puis il y en avait d'autres. Et puis, à un moment donné... Il y a eu Les œufs durs, entre autres. Oui. Puis à un moment, il y a eu Crime Puff d'un certain Gilles Desjardins. C'est ça. Donc, à un moment donné, ils ont fait un changement parce que les difficultés d'approvisionnement, finalement, il y en avait parce qu'il y en avait qui livraient en retard, etc. Puis, on dit, bon, on va en remplacer. Et c'est là que je suis apparu. Pendant assez brièvement, parce que pas tellement longtemps après, le journal coupait à gauche et à droite. Et il a fini par fermer pour réapparaître sous forme hebdomadaire pour finalement complètement fermer. C'était
L'édition de journal, c'est aussi comme la bande dessinée, c'est très difficile. Et c'est un journal qui, moi je dirais, c'était difficile de vivre là. C'est là aussi qu'on apprend que faire une bande dessinée qu'on publie dans un magazine, une revue est une chose. Publier une bande quotidienne, ça veut dire produire tous les jours. Ouais. Enfin, produire toutes les semaines, mais il faut que tu en aies une par jour. C'est un rythme que ça ne nous lâche pas, là. Tu as besoin de temps pour faire d'autres choses. Non, tu ne peux pas. Il faut que tu fasses la bande dessinée. C'est un rythme à soutenir assez, comment je dirais, ce qui peut être assez difficile par moment. J'avais, dans ce temps-là, je m'étais fait une blonde qui disait « Oh, ça doit être le fun d'être avec un gars qui fait des bandes dessinées. » Ben non, le gars qui fait des bandes dessinées dans la vraie vie, il n'est pas forcément drôle pour commencer. Il ne fait pas des blagues tout le temps. Il y en a qui sont comme ça, là, mais je veux dire, c'est pas automatique. Et aussi, c'est quelqu'un qui va passer du temps à dessiner. Et dans mon cas, j'avais déjà un travail à temps plein, donc je passais un ou deux soirs par semaine à faire de la bande dessinée, plus au minimum une journée de fin de semaine. Fait que ça fait, c'est un côté plate, ça. Ça demande du temps, puis encore, c'est une bande relativement simple. Tu compares ça, les syndicats, eux autres, ils peuvent payer du monde à temps plein là, pour dessiner. Puis même à ça, souvent, tu vas avoir l'artiste qui dessine, l'autre qui est en chœur, puis etc. Là. Oui, puis ça, c'est sans parler des assistants ou des assistantes qui font des décors, qui font. Oui, c'est un travail de chaîne là-bas. Là. Oui, c'est ça, c'est un travail de chaîne. On avait même vu, quand on était allé aux États-Unis, on avait visité un des studios un des grands de la bande dessinée. Là, puis les gars sont installés dans des petits bureaux, chacun sur leur planche à dessin. C'est quasiment du travail d'usine. Ouais. C'est assez. C'est quelque chose, ça fait un choc un peu quand on voit ça, parce que tu te dis, j'ai beau le savoir, même quand je les vois à l'œuvre, c'est des ouvriers, puis tu en avais un, je pense que c'était Jim Steranko, qui était une des vedettes, il dit, regarde, on n'est pas plus considéré que le gars qui ramasse les vidanges. Ça ne veut pas dire que le gars qui ramasse les vidanges n'est pas important dans la vie, là, mais ça veut dire que nous on n'a pas un statut spécial ici. Là. Chez des fans, on est porté au nu, mais dans notre travail de tous les jours, on est comme n'importe qui. Là. Donc, mais c'est un rythme difficile. Donc, puis à chaque, comme une fois par semaine, j'allais porter mes planches. On pouvait pas, ça ne s'envoyait pas par Internet dans le temps. Il fallait prendre nos affaires et aller porter ça soi-même. Puis une fois que j'attendais mon tour pour aller mettre ça dans le petit casier pour aller que ça aille à l'imprimerie, qui était de l'autre bord du mur, je vois arriver un gars, je fais, je le reconnais, lui, c'est Pierre Vallière, qui se met à parler avec moi, regarde mes bandes dessinées, etc. Puis évidemment, il fait, ça pourrait être plus politique, hein? Évidemment, c'était Vallière dans un journal très politisé. Bon, voilà. Ceci dit, Gilles, tes strips de Crime Puff, il y avait un humour fin, il y avait de la critique sociale de l'époque aussi dans Crime Puff quand même. Et c'est pour ça, entre autres choses, que ça a été publié dans le jour. Outre ses qualités, c'est qu'aussi, en relisant tes Crime Puff, je trouvais ça, en se remettant dans le contexte, c'était quand même audacieux de proposer du matériel comme ça. Et j'imagine que le principal défi d'un strip comme Crime Puff ou comme Sombre Vilain, c'est pas tant de le dessiner, c'est de trouver l'idée et de le rentrer en 3 ou 4 cases. C'est surtout ça, j'imagine, le travail. Oui, la plus grande difficulté, c'est ça. Dessiner est une chose qui peut être exigeante, mais trouver l'idée et la faire rentrer dans 3 cases, c'est un défi. Des fois, moi, je me promenais toujours avec un calepin. Quand j'avais une idée, je notais l'idée. Je ne savais pas si ça allait aboutir à quelque chose, mais je notais l'idée au plus vite.
Et souvent, on se ramasse avec une bonne idée, puis on dit, oui, mais je ne suis pas capable de faire rentrer ça dans 3 cases, ça ne marche pas. Ou j'ai une bonne idée, ça rentre, mais il n'y a pas de punch. Non, ça n'aboutit pas. On l'oublie et on passe à d'autres choses. Il faut avoir une bonne quantité, un bon pipeline d'idées pour arriver à alimenter ça. J'admire beaucoup depuis ce temps-là tous ceux qui font de la bande dessinée dans les journaux. Comment je dirais, oui, ça demande, ça demande pas mal d'idées. Puis, bon, dans mon cas, comme tu disais, je donnais beaucoup dans la satire sociale, Ouais. beaucoup de. Comment je dirais, il y a beaucoup d'annonces, de satire d'annonces de télé, qu'aujourd'hui, ça n'existe plus et que le lecteur dirait. C'est quoi ça? Parce qu'il y avait beaucoup de références à des thèmes d'actualité. Puis, donc, c'est quelque chose qui ne dure pas dans le temps, forcément, parce que le sujet est éphémère, finalement. Ouais, mais en même temps, Gilles, l'histoire a cette fâcheuse manie de se répéter constamment. Donc, Oui. et on n'apprend pas de nos erreurs, hein? Et c'est ce que Ça, l'histoire... je dirais ça, oui, tout à fait d'accord. Et donc, moi, c'est pour ça qu'en relisant avec une grande attention Crime Puff, puis en fait, en relisant les strips qui ont été publiés dans le jour, et j'ai relu aussi beaucoup de Rodolphe, de Bernèche, c'est vraiment étonnant à quel point encore aujourd'hui, ces bandes-là sont actuelles. Il y a plusieurs de ces bandes qui trouvent encore aujourd'hui écho dans notre actualité. Et c'est un peu ça aussi le magazine Crow. En fait, je trouve que la grande réussite de Crow, c'est ça, mais en même temps, c'est la preuve qu'au niveau sociétal, on est un échec. C'est qu'on ouvre un magazine de Crow de 82 et on change 2, 3 politiciens, les gags sont les mêmes et on rit encore. Et c'est donc dire que finalement, on n'évolue pas tant qu'on est porté à le croire ou qu'on veut se faire croire. Je dirais, dans une certaine mesure, c'est exact. Et, même plus que dans une certaine mesure, c'est très vrai. Ça me fait un peu penser, à titre d'exemple, j'avais des satires de publicité de Kraft qui faisaient de la publicité, faisaient des recettes à la télévision. Ouais. Dans le temps, les annonces publicitaires étaient plus longues qu'aujourd'hui, donc il y avait le temps de faire une recette, évidemment, toute basée sur des produits Kraft. Ouais. Puis c'était des choses, tu regardes ça, ça doit être immangeable. Puis certains de ces produits-là n'existent plus, mais beaucoup ont une durée de vie. Ils ont l'air quasiment éternels, c'est comme le fromage Kraft en tranches, qu'on surnommait le caoutchouc jaune-orange. Ça existe encore aujourd'hui. Bon. Mais donc, Kraft faisait des annonces avec des recettes immangeables qui pouvaient donner lieu à des satires. C'est comme, c'est un peu trop facile de s'en moquer quasiment, là. J'exagère à peine. Mais c'était basé, puis il y avait plusieurs des bandes dessinées qui étaient basées donc sur la relation avec la télévision. Et la télévision était un médium pour nous vendre toutes sortes d'affaires. Comment je dirais, le modèle d'affaires de la télévision, c'est pas de faire des belles émissions, c'est de créer un public pour les annonceurs. C'est le modèle de la radio. Et aujourd'hui, on a l'impression de découvrir que Facebook fait la même chose. Que Facebook fait ça, oui, mais c'est le même modèle qui existait avant. Ça aussi, c'est une réalité universelle. C'est juste que les moyens ont changé. Ils sont plus sophistiqués et, comment je dirais, plus forts qu'avant, je dirais même plus pernicieux qu'avant. Mais la base du modèle est la même. Et cette satire-là de dire je regarde la télé puis je me laisse embarquer. Quand Steve Jobs disait si vous ne payez pas, c'est vous le produit, ben, quand tu regardes la télé et tu écoutes la radio, tu ne payes pas, c'est toi le produit. C'était la même chose dans le temps. C'est ça qui donnait lieu à des choses, évidemment, souvent absurdes qu'on voyait, mais c'était ça. Et c'est aussi absurde que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, on parle d'influenceurs. Ce sont d'autres gens qui font de la publicité à la place de ce qu'ils faisaient avant. Ouais. Mais le monde n'a pas changé.
Tu vois tu sais, des cartes de points électroniques, là, des cartes dites de fidélité. Ben, avant, il y avait les teintes Pinky puis les teintes Gold Star. C'était la même aux us d'affaires. C'était pareil, sauf que tu fallait des teintes dans un livre. On a l'impression qu'on a évolué parce que la technologie a changé, mais c'est la même aux us d'affaires. C'est une carte de fidélité, c'est pour te garder fidèle. Quasiment fidèle comme, tiens, on dit ça d'un toutou d'habitude, c'est l'animal fidèle, c'est quasiment insultant. Donc, fidèle à ton produit, ta marque, ton magasin. Alors que peut-être qu'en magasinant davantage, en étant infidèle dans ce cas-là, ça serait une bonne chose. Là. Tu peux trouver mieux ailleurs. Donc, c'est le même principe qu'avant. Donc, comme tu dis, en réalisant Crow, en lisant d'autres choses, n'importe quoi qui fait de la satire sociale, tu peux lire Mafalda aussi. C'est encore, lui, il tape dans le mille, mais comme encore mieux. Tu relis Claire Bretéché, c'est assez incroyable. Claire Bretéché faisait quelque chose qui était un peu iconoclaste à l'époque, parce qu'elle publiait dans le Nouvel Observateur, qui était un magazine, un journal de gauche, une satire de la gauche de l'époque. Elle se moquait de ce qu'on a appelé par la suite les bobos, là, les bourgeois bohèmes, mais elle ne gênait pas. Et tu dis ça, puis tu dis, c'est toujours la même chose. Les politiciens changent, les partis changent, mais il y a des affaires qui sont universelles. Donc, on a parfois une illusion de progrès. Quand on faisait nos bandes dessinées, on avait nous-mêmes une illusion de progrès. Mais on réalise que ce progrès n'est pas automatique. Ben quand même, là, il faut le mentionner, Krimpov, tu as publié 76 strips dans le jour entre le mois d'octobre 75 et janvier 76. Ceci dit, il y a eu une compilation qui a été produite et publiée par les éditions BDK. C'est quoi son prénom? Ouellette? Michel Ouellette. Oui, c'est ça. Michel Ouellette. Oui, qui est un fan, puis je suis très heureux qu'il ait publié ça. Il en a fait, je pense, 3 autres. Oui, il y en a fait un, entre autres, sur le sombre vilain, et un aussi sur des dessins et des bandes de Réal et de Pierre. Oui. C'était quand même comment je dirais, une œuvre intéressante de publier ces plaquettes-là. Ça fait partie du mouvement qui entraîne d'autres. Dommage, par contre, c'est que ce matériel-là, aujourd'hui, bon, c'est sûr que si on veut lire tes bandes dans le jour, on peut toujours aller sur le site de la BAMQ et faire une recherche. C'est gratifiant parce qu'une fois qu'on a trouvé, on a accès au matériel. Mais sinon, ce matériel-là, et c'est la même chose pour le Capitaine Québec, là. Moi, j'ai trouvé en descendant dans la cave chez Pierre et Denise, les exemplaires invendus du Capitaine Québec. Et c'est des piles et des piles et des piles. Mais ça, on les trouve dans la cave à Laval, mais on trouve ça nulle part ailleurs. Là. Ça circule non, pas. C'est ça. C'est ça, parce qu'on avait imprimé 20 000, vendu 12 000, fait qu'il y en a resté 8 000 à quelque part. Mais après ça, c'est fini, ou ça reste dans une cave, ou c'est détruit, mais ça ne circule plus. Au moins à la BANQ, on peut découvrir ce qui s'est fait dans les journaux, mais comme tu dis, la recherche est parfois laborieuse. Je me suis amusé, si on peut dire, à écrire sur Wikipédia sur l'époque, justement, qui nous précédait. J'ai continué par la suite, là, mais j'ai commencé donc par la période qui nous précédait, nous, la gang d'inconscients de l'époque. Et c'était quand même publié pas mal d'affaires dans les journaux. Ce qui est le fun, c'est qu'à la BANQ, on peut les trouver. Et ce que j'ai rajouté dans l'article Wikipédia, j'ai mis une section avec les références pour chacune des bandes dessinées, le lien qui mène au numéro. Généralement, le premier numéro, cette bande a été publiée, puis ça dit à quelle page. Au moins, ça facilite la tâche de celui qui veut les trouver. Néanmoins, la BANQ n'est pas toujours facile à naviguer. C'est possible.
Faut savoir un petit peu. Le lecteur occasionnel qui dit « Ah, j'aimerais bien ça avoir une bande dessinée de telle affaire », il faut qu'il passe quelques temps. C'est pas comme aller sur Google, puis tu pèses sur un lien, puis je suis rendu. Non, c'est pas très intuitif, dirons-nous. Non, mais au moins ça marche. Et d'ailleurs, Gilles, ce qui est assez particulier dans ton cas, c'est que suite à la publication de Krimpov, en fait, au milieu des années 70, tu disparais complètement de la scène de la bande dessinée québécoise. Est-ce que c'est parce que ton rêve de faire de la bande dessinée face aux difficultés du marché, aux réalités du marché, est-ce que c'est à cause que ce rêve-là a été mis à mal? Est-ce que c'est parce que ton métier prenait de plus en plus de place? Qu'est-ce qui est arrivé, en fait? Qu'est-ce qui a fait que Gilles Desjardins est sorti? Il m'est arrivé ce qui est arrivé à d'autres. Moi, je n'avais pas le but, l'intention de faire de la bande dessinée tout le temps. Si je pouvais en faire, tant mieux. Mais ce n'était pas mon but premier. Moi, j'ai étudié en informatique. Je me suis dit, je m'en vais là-dedans. Mais si je peux faire quelque chose d'intéressant en attendant et utile à d'autres, puis de participer à un mouvement qui publie de la bande dessinée, je suis très content. Mais moi, j'ai vu, entre autres, lorsque Jacques Desmarais-Cros, j'ai vu, ouais, c'est pas mon genre d'humour. C'est pas ça. De part et d'autre, on s'est dit, ouais, c'est pas ma place. Ailleurs, je voyais pas, en tout cas, je me suis dit, surtout après avoir publié une bande dessinée par jour, j'ai fait, ouais, c'est de la job, là. Puis est-ce que je veux faire ça longtemps? Il arrive la même chose que d'autres. D'autres ont laissé, sachant que c'est pas payant. C'est bien du travail. Faire une bande dessinée, à première vue, ça a l'air facile. Mais c'est beaucoup de travail. C'est très long. Même quelque chose qui a l'air très simple, c'est long. Ça prend du temps. Donc, il faut vraiment vouloir. Et si on peut être bien payé, tant mieux. Puis je suis content pour ceux qui sont arrivés à être payés. Mais ceux qui ont persévéré, ça a été difficile pour eux. Fournier, Godbout, Artubise, pour ceux que j'ai côtoyés, là, et il y en a eu d'autres. C'est de la job, ça a été difficile. Plusieurs ont publié d'une revue à l'autre parce que chaque revue qui existait dans le temps était éphémère, mais il y en avait assez pour que celui qui avait le courage d'aller de l'une à l'autre puisse, d'abord les trouver, parce qu'on ne les connaissait pas, comme je disais, on ne se connaissait pas toujours mutuellement, et être publié, arriver à faire quelque chose. Donc, c'est comme ça que certains ont survécu, dans certains cas, jusqu'à Crow ou après, ou jusqu'à d'autres choses. C'était très difficile. Il y en a qui faisaient des affaires vraiment géniales. Made in Québec, tu avais, Fernand Choquette, qui dessinait très bien. C'était génial. Lui, il a laissé aller faire autre chose. Lui, c'était plus dans le domaine connexe, illustration, enfin gravure, je pense. Daniel Racine a complètement délaissé. Lui qui a fait quasiment, presque à lui tout seul, l'écran. Pas loin, là, en forte, c'était sa création. Puis, ce gars-là était génial, mais vraiment génial. Il pouvait dessiner à volonté dans des styles totalement différents, chose qui était quasiment inimaginable. Là. Je veux dire, j'ai rarement vu quelqu'un capable de faire ça. Quel talent, hein? Il avait un talent, là, mais vraiment là, extraordinaire. Il nous avait accompagnés, on l'avait vu, il nous avait accompagnés à New York quand on était au Comic-Con à New York. On s'était côtoyés un peu et perdu de vue. Là, j'ai repris contact un peu via Facebook, justement, parce que j'avais des photos de lui de l'époque. Je lui disais, tiens, je t'en envoie quelques-unes, puis on a parlé un peu par messagerie. Mais ce gars-là avait un talent extraordinaire et a laissé tomber. Puis il y en a plein d'autres. C'est quasiment l'histoire de l'époque. Plein de monde a dessiné. Et seuls quelques
gens, comment je dirais, mais qui avaient vraiment la volonté de continuer, c'est ceux-là qui ont continué. Mais la vaste majorité a laissé tomber. C'est trop, ça a été trop difficile pour tout le monde. Ce qui est étonnant, Gilles, c'est que, bon, là, donc, tu délaisses ce médium-là et ces dernières années, tu as consacré beaucoup de temps à justement monter cette page de Wikipédia, la bande dessinée québécoise. Euh, ce qui est assez étonnant, donc, ton amour ou ton besoin de communiquer cette histoire-là est demeurée intacte parce que ça prend du temps faire un article comme tu as fait dans Wikipédia. C'est très long. Heureusement, maintenant, je suis à la retraite et je peux y consacrer le temps. Autrement, ça n'aurait pas été possible. Ouais. Au moment où j'ai fait ça, bon, ça a commencé lorsque j'ai numérisé mes photos personnelles et aussi dans une boîte, il y avait donc les photos de l'époque de bande dessinée, comme je disais tantôt. On faisait notre promotion. Pour faire notre promotion, il était important d'avoir des photos de nous. Et de préférence des photos en noir et blanc parce que les publications à l'époque, les journaux, etc., étaient beaucoup en noir et blanc. Bon, bref, ceci étant dit, j'ai quand même une bonne quantité de plusieurs photos. J'ai dit, je pourrais en mettre une ou deux sur la page de bande dessinée québécoise. Je lis ça, puis je fais, oh là là, ça a besoin d'être rehaussé. Je lis la page de discussion, puis je vois, d'après la discussion qui est là, que c'était quelqu'un qui avait fait un travail d'étudiant, il avait mis ça là, et ça avait à peine évolué par la suite. Je dis, bon, on va oublier ça, on va oublier les photos. Par un concours de circonstances, à ce moment-là, j'étais en train de lire Les Remarquables oubliés de Serge Bouchard. Il y a 2 livres qui sont essentiellement des descendants ou issus de son émission radiophonique. Donc, il a fait 2 livres, un sur des remarquables des hommes, puis l'autre sur remarquables des femmes. Puis tu fais, mais il y a des gens qui ont fait des choses absolument extraordinaires, qui sont totalement oubliés ou totalement méconnus. J'étais un petit peu dans ce mood-là et je pensais à ceux qui nous avaient précédés, justement, dans la bande dessinée québécoise et qui sont devenus finalement, pour moi, des remarquables oubliés dans une nature différente et qui ne sont pas on n'est pas dans le même registre, mais c'est quand même des gens qu'on a oubliés. Ouais. Je me disais, c'est dommage, il faudrait écrire là-dessus parce que, et encore là, si personne d'autre le fait, ça ne se fera pas. Donc, je le fais. Et j'ai écrit là-dessus. Ça a été très long parce que, heureusement, bon, il y a Michel Liziot qui est passé avant faisant son répertoire, son livre, etc. Mais il faut quand même continuer à fouiller. Donc, j'ai fouillé dans les lectures, des livres. Emprunter des livres à la bibliothèque, trouver des articles de revues, journaux. Heureusement, il y a la BANQ aussi dans ce cas-là, qui non seulement nous donne accès aux bandes dessinées, mais elle s'écrivait à ce moment-là sur les bandes dessinées, sur ce qui était publié. Et ça a fait, j'ai mis les références les plus importantes, ce qui m'a donné une quantité. Finalement, quand j'ai regardé ça, moi-même, j'ai fait, oui, il y en a beaucoup. Je devrais couper. Non, je ne coupe pas. Je garde tout. Ça en fait beaucoup. Puis sur Wikipédia, ils ont enlevé le petit bandeau au début. Cet article n'a pas assez de références. Oui, ça a réglé la question. Ça a réglé cette question-là. Donc, ça a été ça. Et je pense que j'ai réussi à faire un tour d'horizon raisonnable. Et on oublie même que quand on est dans les précurseurs, puis ça, c'est Michel Liziot l'avait trouvé, puis j'ai trouvé par la suite d'autres choses qui ont intéressé Michel. On s'est fait quelques exemples, et c'est lui d'abord quand même qui a fait le gros travail. Donc, les premières bandes dessinées datent de pas tant d'années après la conquête. D'ailleurs, ce qui est intéressant, façon de parler à savoir, c'est que du temps du régime français, non seulement il ne pouvait pas y avoir de bande dessinée, c'est qu'il n'y avait pas de journaux, point. Les presses imprimées étaient interdites. Je pense que c'était un système seigneurial, donc ceux qui étaient donc de la noblesse avaient peur qu'il y ait une révolution, quelque chose. Ils avaient peur à raison, c'est arrivé en France. C'est aussi arrivé aux États-Unis.
Ici, ce n'est pas arrivé. Néanmoins, après la conquête, les premières presses à imprimer sont arrivées. La raison étant que les Américains voulaient nous convaincre d'adhérer à leur Union américaine, ce qui est historiquement assez étonnant. Donc, les premières bandes dessinées quand même, et les premières choses, et imprimées, mais aussi les toutes premières, c'était des affiches électorales. On a fait la première bande dessinée à bulles, connue, comme ça existe, comme c'est devenu universel. Parce que justement, on a eu, comment je dirais, il y a eu une influence anglaise où il y a eu une tradition de dessin satirique avec des bulles. Ouais. Et c'est apparu chez nous longtemps avant que ça apparaisse en France. C'est assez étonnant quand on va regarder le passé. Autre chose aussi, beaucoup de choses se sont publiées dans des journaux satiriques qui ont totalement disparu. Mais il y a eu une époque, il y avait énormément de journaux satiriques qui étaient publiés ici. Donc, de la satire politique qui pouvait être assez mordante et méchante. Comme on s'imagine que ça n'existait pas parce qu'on a l'impression que nos ancêtres étaient comme dans les belles histoires des pays d'en haut, que sais-je encore, là. Il était plus, comment je dirais, gouvernement que ça. Puis intellectuellement, c'était pas toujours le désert intellectuel que parfois on a imaginé. Oui. Peu de temps avant son décès, Jacques Urtubise s'était remis à la production de strips du Sombre Vilain parce qu'il prévoyait ultimement publier un nouvel album du Sombre Vilain. Là, maintenant que tu es à la retraite, Gilles, est-ce que tu as aussi, toi, des envies de revisiter tes bandes de l'époque ou est-ce que tu as envie d'en produire de nouvelles? C'est drôle parce que j'ai eu une brève envie et bon, j'en ai produit quelques-unes, mais je vais te conter une histoire un peu, il faut que je fasse un détour. J'ai un cousin qui avait à l'époque un journal local qui appelait Hyper Local sur Internet. C'est un peu l'équivalent d'un hebdo local, mais sur Internet. Il y avait 4 journaux, 3. En tout cas. Donc, il y en avait un pour le plateau, un pour différents quartiers. Là. Puis, il essayait donc de publier, rendre ça local. À un moment donné, il dit Hey, tu avais des bandes dessinées. Pendant longtemps, il ne savait pas que je faisais des bandes dessinées. Et il dit Hey, ces bandes dessinées-là que je me rappelle avoir vues dans le jour, as-tu encore ça Peux-tu les republier Je fais bof, pourquoi pas. Alors, je numérise mes planches que j'avais encore dans le sous-sol. Là. J'arrange ça, j'en arrange quelques-unes, ce qui demande un certain travail parce qu'il faut enlever les poussières, les patentes de main. Là. Ouais. J'en envoie quelques-unes. Là, je réalise que j'ai un problème parce que dans le temps, pour faire du gris, il fallait faire des trames. Les trames étant toutes du gris fait avec des petits points fins, ou des fois gros quand on voulait faire un effet pour que la trame se voit. C'est variable. Ouais. Puis la trame devait être orientée comme ceci et comme cela, et bon. Mais les trames numérisées, une fois affichées sur un écran qui a des pixels horizontaux, verticaux, ça fait des moirés épouvantables, c'est pas beau. Et il n'y a pas moyen de résoudre ça parce que dépendamment de l'appareil qu'a la personne, que ce soit un téléphone, une tablette ou un ordi, la quantité de pixels d'un appareil à l'autre n'est pas la même. Ouais. Tu ne peux pas dire je vais le régler. Non, parce que sur l'autre appareil à côté, ça ressort encore. Fait que là, j'ai commencé par en faire quelques-unes où j'enlevais les trames à la main puis remettre du gris autrement. En fait, je refaisais des trames autrement. Il y a un site Internet là, où tu peux te faire des trames à volonté. Puis là, je les faisais assez grosses pour faire disparaître l'effet. Mais je dis, ouais, ça commence à être de la job. Là. Ouf, je suis aussi bien d'en faire des nouvelles. Puis là, ben, j'en ai fait une dizaine de nouvelles, là, pas plus que ça. Je me suis équipé avec une tablette, là, je faisais tout électronique. Là. Mon fils, qui est dans le jeu vidéo, la conception artistique de jeux vidéo, lui, s'était équipé déjà avec tablette, ordi. Puis je faisais, oh, bon, je peux bien faire pareil, je vais m'essayer.
Mettons que c'est un apprentissage, néanmoins, se remettre là-dedans. J'en ai fait quelques-unes, mais j'ai pas. J'ai fait après ça, ouais, est-ce que je continue? Finalement, j'ai laissé tomber. Oh, Mais j'ai laissé tomber. Gilles, non! Néanmoins, dans un moment de folie qui dure encore, parce que, je ne sais pas, des fois, on ne veut pas abandonner quelque chose, on veut se garder nos illusions. Là. J'ai enregistré le domaine crimepuff.com, mais je ne fais rien avec. Oh. Et je l'ai encore, et je ne veux pas le laisser, mais je ne fais rien avec. C'est aussi nono que ça. Voilà. Ben, Gilles, et là, c'est très égoïste de ma part, mais tu sais, moi, je serais très, très heureux comme lecteur de me rendre sur crimepuff.ca et de lire des nouvelles bandes. Euh, le, le simple fait de savoir que tu t'es remis, que tu as reparti cette machine-là, euh, moi, ça me comble de bonheur. Évidemment, moi, je ne peux que t'encourager, encore une fois, c'est très, très égoïste de ma part, mais à poursuivre, parce que je trouve que la qualité de ton travail, de tes compères aussi de l'époque, je considère que ça mérite d'être vu, d'être lu, d'être découvert par toute cette nouvelle génération de lectrices et lecteurs de bande dessinée au Québec. Qui, eux, ont l'impression, tu vois, que la bande dessinée québécoise a commencé avec l'avènement de la pastèque. Hein? Quand je te disais que l'histoire a tendance à toujours se répéter, moi, j'ai déjà lu un collègue dans un grand quotidien québécois qui disait qu'en fait, la bande dessinée au Québec, c'est un phénomène très, très jeune et que ça avait débuté grâce aux éditions de la pastèque, alors qu'eux-mêmes n'ont jamais, les gars de la pastèque n'ont jamais énoncé pareille chose. Donc, c'est donc dire qu'en fait, c'est toujours cyclique et que les nouveaux lecteurs et lectrices, ou en tout cas les gens qui s'intéressent à la bande dessinée, lorsqu'ils arrivent au médium, c'est comme s'il n'y avait pas de passé véritable. Et ça, je trouve ça dommage. En même temps, la beauté de la chose, c'est que comme là, tout à coup, on voit quand même une augmentation du lectorat de bande dessinée au Québec, même si ce n'est pas stratosphérique, il y en a quand même un. Ben, ces gens-là, une fois qu'ils ont lu les auteurs contemporains, ben, à ce moment-là, il y a vous, il y a toute cette génération du printemps de la bande dessinée québécoise. Et là, je parle même pas, évidemment, je parle même pas de Paulin Lessard avec les deux petits nains, je parle pas d'Albert Chartier, je parle pas d'Albéric Bourgeois, qui eux aussi mériteraient tellement qu'on puisse les lire de manière accessible. Mais justement, moi, je considère que le milieu de la bande dessinée québécoise arrive à atteindre une maturité qui lui permettrait maintenant de s'intéresser aussi à son patrimoine. Et moi, c'est pour ça que je serais très, très heureux de voir des manifestations, des rééditions de matériel de cette époque-là, comme Crime Puff, comme Les œufs durs, comme Sombre Vilain, comme La Princesse Verte, et là, je pourrais en nommer. Donc, évidemment, moi, je ne suis pas là pour faire du lobbying, hein, Gilles, auprès de toi. Je ne veux pas te forcer à faire rien. Oui, merci. Bon, mais j'apprécie quand même. Bon, j'apprécie beaucoup, mais au-delà de moi-même, au Québec, on a beau avoir comme devise, je me souviens, on n'est pas très bon dans la préservation du patrimoine. On le voit surtout dans notre patrimoine, dans le cadre de notre patrimoine bâti. C'est épouvantable le sort qui est fait à notre patrimoine. On n'est pas très bon là-dedans. Et on a un patrimoine de bande dessinée qui est d'intérêt. Et ce n'est pas nécessairement parce que c'est plus vieux ou parce que la bande dessinée n'est pas d'aujourd'hui qu'elle n'est pas intéressante. Il y en a qui peuvent être intéressantes, ne serait-ce que du point de vue historique. Et des fois, ça forme un tout et c'est aussi notre passé. Les bandes dessinées qui étaient publiées dans les journaux, ça, Michel Viau l'a expliqué de façon très pertinente, se passait beaucoup en ville. Même si c'était du burlesque, là, c'est pas des affaires qui se passaient littéralement en ville, mais
le décor, les préoccupations, les sujets, c'était le milieu de l'époque. Les technologies qui sont là sont les technologies modernes de l'époque. Et les gens font parfois les mêmes gags que nous, on fait aujourd'hui à propos de nos technologies. Donc, on se replonge là-dedans et ce milieu-là est différent du milieu, je dirais, du roman ou qui se passait beaucoup en campagne. Comment je dirais, la politique, le clergé, etc., faisait beaucoup l'apologie du retour à la terre, et etc., et ce qui était vu comme étant sain à l'époque, pour différentes raisons. C'était plus des milieux ruraux. La ville était souvent considérée comme un milieu de perdition, c'était mal vu. Alors qu'au contraire, donc, la bande dessinée reflète le milieu urbain qui était celui d'une majorité de Québécois, parce qu'il y avait donc exode des campagnes vers les villes, il y a eu une tentative de retour à la terre, mais en pratique, l'exode s'est aussi produit vers les États-Unis en très grande quantité, parce que la terre n'arrivait pas à faire vivre tout le monde, c'est impossible. Donc, le milieu reflété est un milieu différent qu'on ne retrouve pas ailleurs. Il aurait fallu attendre en littérature bonheur d'occasion pour voir quelque chose qui se passe ici. Ça ne veut pas dire que la littérature de l'époque n'est pas bonne. Ça veut dire que ça se complète. Les bandes dessinées amènent quelque chose qu'on ne voyait pas, qu'on ne voyait pas ou qu'on ne voit plus, en tout cas, à tout le moins aujourd'hui. On peut voir les œuvres littéraires de l'époque qui sont très bien, mais il y a un petit pan de mur, un pan de notre passé qui est comme occulté. Que les journaux et les bandes dessinées de l'époque peuvent nous faire voir. D'ailleurs, quand je parlais des liens qui nous permettaient de voir les bandes dessinées dans les publications passées, c'est très intéressant d'aller les voir dans les publications de l'époque parce qu'on a tout l'environnement. On a les nouvelles de l'époque, le look de l'époque, l'atmosphère de l'époque. C'est comme un voyage instantané dans le temps. Oui, c'est un Polaroid. Oui, puis c'est comme dirait l'autre, c'est fascinant. Mais réellement, là, c'est vrai. Tu regardes ça, je suis plongé dans un autre monde. C'est très intéressant à aller voir. Moi, je n'aurais n'importe quel d'aller au moins aller en voir quelques-unes. C'est vraiment quelque chose. Il y a parmi les affaires là-dedans, il y a des affaires qu'on n'imagine même pas aujourd'hui, ou du genre de satire sociale de l'époque. Il y en a, c'est très proche du slapstick américain. Tu te dis, ah oui, OK, ça me fait penser à telle affaire que je vivais en bande dessinée ou en film de l'époque. Mais tu en as d'autres. Il y en avait une, c'était des bandes dessinées dans le journal Radio Monde, qui est un journal de vedettes. Là. Ouais. Bon. Mais eux, alors ce qui était bien, c'est qu'il n'y a pas aucun syndicate qui peut faire ça parce qu'il y avait des bandes dessinées qui portaient sur des émissions ou des articles, des artistes, pardon, de l'époque. Donc, tu avais des gens, une bande dessinée qui portait sur des aventures imaginaires de tel artiste ou des gens de telle émission, mais c'est en même temps un véhicule publicitaire. Alors, ça justifiait la bande dessinée par la publicité que ça amenait à l'émission. Mais ça, c'était quelque chose qui pouvait être fait qu'ici. Je veux dire, tu ne peux pas acheter une bande dessinée américaine, ils ne vont pas faire ça. Alors, puis, c'est intéressant parce que ça montre un monde spécial. C'est quelque chose, là, tout de même. Ça replonge dans autre chose. C'est à la fois autre chose et en même temps, comme on disait souvent, je trouve que ce n'est pas superflu de le dire, l'histoire se répète souvent. Et des fois, tu oublies des affaires, puis tiens, à un moment donné, tu prends un peu de recul, tu te dis, bien, il y a des affaires qui sont comme aujourd'hui, non? Ça n'a pas changé. Je me répète, là, mais c'est assez incroyable et, comme je disais, fascinant. Et c'est pour ça que la grâce que je te souhaite à toi et à ta bande et à tous ces gens qui ont défriché avant les auteurs d'aujourd'hui, la grâce que je nous souhaite tous collectivement, c'est de pouvoir tenir dans nos mains
Oui, c'est bien le site de la BANQ, mais je veux dire, ultimement, la bande dessinée, hein, c'est aussi et c'est surtout un objet physique. Et il y a une relation très, très intime dans la lecture de l'album. Il y a quelque chose de physique, de fusionnel. Et j'espère de tout cœur qu'on va pouvoir vous lire à nouveau en album. Parce qu'essayer de chasser les éditions BDQ, faut être patient ou fou pour être capable de dénicher oui. ça aujourd'hui, Oui. en 2022. Oui, c'est ça. Puis ces bandes dessinées-là, ben, des fois, les originaux, on ne sait pas ce qu'ils sont Non, perdus. Puis, pour les rééditer, mettons, dans le fond, pour le faire correctement comme il faut, pour arriver à retracer les originaux, c'est ce qui est quelque chose. C'est un peu, bon, j'écoute des fois de la musique, j'achète des disques qui étaient en vinyle. Bon, je numérise des fois mes propres vinyles, mais il y a des choses qui sont renumérisées à partir des bandes originales. Puis en studio, ben, ils sont capables de faire des choses vraiment très bien. Ouais. D'ailleurs, il y avait un reportage de Radio-Canada sur André Perry qui renumérise justement des anciens... des anciens disques en partant des bandes originales et qui fait des choses, c'est un son absolument extraordinaire. C'est une façon, comment je dirais, de ramener le passé, de le rendre plus vivant. Mais là, je m'écarte complètement du sujet. Non, en fait, Gilles, tu t'écartes pas parce qu'en fait, c'est un enjeu, ça, dans la réédition. Si on est capable d'avoir accès au matériel source, à ce moment-là, on est capable de produire un ouvrage d'une plus grande qualité. Oui, justement, on peut produire des choses qui sont de plus grande qualité que si la technologie de l'époque permettait. Ça, c'est très intéressant quand même de revoir des choses améliorées. C'est le même dessin ou la même musique ou le même ce que tu voudras, mais on peut le voir mieux que ce que les gens de l'époque pouvaient voir. C'est quand même très bien. On peut, que ce soit à l'électronique ou à l'imprimé, on peut faire quand même fort bien. Donc, oui, c'est... Gilles, écoute, on pourrait continuer encore de discuter pendant des heures. On a à peine, je pense, aperçu la pointe de l'iceberg émerger au loin. Donc, ce sera évidemment à refaire ou à poursuivre parce que c'est une période que tu as vécue qui est non seulement fascinante, mais malheureusement, la réalité aussi fait en sorte que les principaux acteurs de cette période-là prennent de l'âge et tranquillement, il y a cet enjeu-là du temps aussi qui fait que les acteurs de l'époque sont de plus en plus difficiles à rejoindre. Donc, vraiment, Gilles, je tiens personnellement à te remercier pour cette heure et quart passée en ta compagnie parce qu'un témoignage un témoignage de cette qualité-là, ça nous permet à nous d'avoir l'impression de s'être approché un petit peu plus de cette période-là. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner de ce fameux printemps de la bande dessinée québécoise qui, à lui seul, est un matériau tellement passionnant à découvrir. Qu'est-ce qu'on souhaite? Écoute, ça me fait plaisir. Je te remercie. Qu'est-ce qu'on te souhaite, Gilles Desjardins, comme acteur de la bande dessinée québécoise? Donc, tu as été auteur, photographe, archiviste. Tu as écrit l'histoire sur Wikipédia. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, pour les prochaines années à venir? À moi, personnellement, je ne sais pas, mais pour les autres, de revoir leurs œuvres publiées, je pense que ce serait le plus beau cadeau et aux artistes et à tout le monde. Comme tu disais, si on peut remettre la main sur le matériel original de l'un ou de l'autre, ça serait très bien. Et moi, ça me ferait plaisir de voir ça, de savoir que c'est un patrimoine de bande dessinée, ce n'est pas rien. C'est pas de... Comment je dirais? C'est pas forcément, comme je dirais, vu comme
des grandes œuvres, des grandes choses, mais c'est important. C'est un passé qui nous appartient. C'est parfois aussi des œuvres, comment je dirais, qui sont uniques souvent. Puis si on ne les revoit pas, on manque quelque chose. Et connaître notre passé, que ce soit sous n'importe quelle forme, est intéressant. Je me suis mis à le fouiller d'une chose et de l'autre, entre autres de la lecture de Serge Bouchard, à dire j'ai envie de relire un peu le passé. Je me suis mis à lire l'histoire du Québec de Jacques Lacourcière, qui est assez longue, mais très instructive. Puis on réalise, c'est ça, qu'on a oublié ou méconnu aussi beaucoup de notre passé, et que connaître le passé n'est pas superflu. Ce n'est pas quelque chose d'inutile. C'est quelque chose, au contraire, très utile. Connaître l'histoire est finalement quelque chose. Au collège, quand on étudiait ça, c'était assez barbant, comme on dirait. On disait, Chenoute, on n'a pas encore, on n'a pas encore des vieux livres, des vieilles affaires, Chenoute, c'est plate. Puis, à un moment donné, peu à peu, on se dit, il y a quand même des gens qui sont passés avant nous, qui ont fait des affaires. On se pensait bien smart, mais il y en a d'autres aussi qui étaient aussi smart que nous. Et à certaines époques, aussi nono et fous que nous, on l'a été. On n'était pas les premiers. Et c'est bon d'apprendre des autres comme ça. C'est instructif quand même. Alors, c'est ça que je me souhaite, et pas pour moi personnellement, pour les autres. C'est un beau souhait, et je ne peux évidemment qu'abonder dans ton sens, mon cher Gilles. Donc, merci beaucoup de ton temps. Et sans vouloir encore une fois pousser un agenda personnel, moi, je serai très, très heureux un jour de lire du Krimpov. Et c'est la grâce que je souhaite également à tous ceux et celles qui écoutaient le présent épisode du balado Entre deux cases. Donc, Gilles Desjardins, je te souhaite la santé. Et je nous souhaite de te garder encore longtemps en notre compagnie. Et merci beaucoup pour tout le travail que tu as accompli. Sache-le, c'est important. Merci pour ton entrevue. Ça a été très agréable. Donc, à très bientôt, cher Gilles. Pour consulter l'article Wikipédia de Gilles Desjardins consacré à l'histoire du 9e art national, rendez-vous au fr.wikipedia.org/wiki/bande, barre de soulignement dessinée, barre de soulignement québécoise. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Entre deux cases est une réalisation de Jean-Dominique Leduc. Pour me suivre, rendez-vous au multitâche.ca. À bientôt.